Bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs de Direct 7. Nous sommes dans l'émission Apprenons. Aujourd'hui, notre tassi nous amène dans le sillage de la chefferie traditionnelle. Et nous allons débattre ce matin sur le thème la tension créée par les décisions des chefs traditionnels concernant les affaires de terrain. Le code prévoit-il des alternatives? Aujourd'hui, j'ai un invité de taille pour vous. C'est Monsieur Ouro Sama Ashraf, il est juriste. Monsieur Ouro, bonjour, bienvenue. Oui, monsieur Abovi, bonjour. Je suis extrêmement ravi d'être avec vous. Je crois que c'est une deuxième fois d'être là. Je commence à être habitué du Direct 7. Je suis extrêmement ravi. Vous nous donnez l'occasion de faire la pédagogie sur un certain nombre de sujets. La question de la chefferie traditionnelle est une question épineuse, donc nous tenterons d'apporter des éléments de réponse. Yo, mi après dit que nous parlons le Direct 7 pe enyajoji de miide efiao edufiao enyame nous ka mi aglo le fuma etanya nye benade obele mi ape du ko me le mi ape kopo eye le mi ape du ganto me mi ape efiao a nous ka ona o gede anigba pe nyao me alegbegbe mele de na edumeviwo edu ko pe esea ke po efiao pe nyagbore nous ka gbolo mo le tututu so efiao les anigba wenyanti ye mi agro eye meglobe mi akpe apeto Ouro Sama Ashraf eye senyala avade eno gomenami monsieur Ouro bonjour, ça je dis ça dans la langue locale. Oui, allons-y. D'accord, merci. Dis-moi maintenant dans le code, oui, ou bien dans la juridiction, dans votre clan, oui, dis-moi, qui peut être appelé un chef traditionnel ou bien un chef Oui, la définition, disons, d'un chef traditionnel peut être retenue de manière générale. Un chef traditionnel est défini comme toute personne désignée par la population locale, une famille régnante. Une famille régnante et qui est à la tête d'une unité administrative de commandement qu'on appelle chefferie traditionnelle. Et donc, cette personne doit être approuvée également par les autorités administratives. Maintenant, quand nous prenons la loi 2007-002 du 8 janvier 2007, qui a été votée, c'était sous l'autorité du Premier ministre Yahovi Agboibo. C'était lui qui avait dirigé les travaux. Et quand vous prenez l'article 4 de la loi, on dit « toute personne désigné par une autorité administrative et qui est à la tête d'une unité administrative de base, c'est-à-dire le village, le quartier et le canton. » Ça, c'est la définition de manière générale et celle retenue par la loi togolaise. Par la loi togolaise. Oui. Ok, d'accord. Donc, un chef traditionnel est reconnu par les autorités administratives, ce qu'on appelle l'acte de reconnaissance des autorités administratives. Mais ça diffère quand on parle de chef traditionnel, chef canton, chef nommé par un chef canton nommé par décision. Oui, un chef canton, non, un chef canton, il faut qu'on se dise la vérité. Je crois que les gens créent de l'amalgame. Aucun chef traditionnel n'est nommé. Tous les chefs sont élus par les us et coutumes du milieu. Maintenant, après l'élection par les us et coutumes, il y a l'acte de reconnaissance. L'autorité administrative vient tout simplement certifier ce que voilà, le milieu a fait. Et donc, quand vous prenez par exemple l'article 143 de la Constitution togolaise de notre 4e République, je suis désolé, l'article 143 dit les autorités administratives ou la République togolaise reconnaît les chefs traditionnels comme des us et coutumes et qu'ils sont élus suivant les règles du milieu ou des règles coutumières de manière générale. Ok, merci. Maintenant, disons immédiatement, est-ce que les décisions prises par les chefs traditionnels peuvent-elles être remises en cause par les juridictions compétentes? Non, mais oui, on ne peut même pas parler de mise en cause. Je crois que dans notre environnement, on parle de rapports conflictuels entre les chefs traditionnels et les juridictions. Non, les chefs traditionnels ont une fonction d'arbitrage et de conciliation. Ce qui veut dire qu'ils possèdent ce qu'on appelle en droit des moyens non juridictionnels de règlement de conflit. Ils sont là, l'arbitrage et la conciliation. Maintenant, c'est pour cette raison que quand vous prenez par exemple, vous lisez l'article du ministre des Droits de l'Homme, un juriste de Rovo, le ministre Trimoa, qui a écrit un article, Christian Trimoa, qui a écrit un article sur les chefferies traditionnelles, intitulé Chef traditionnel, ambiguïté et incertitude, où il explorait la thématique, où il disait tout simplement que non, il ne joue que le rôle d'arbitrage et de conciliation. Il ne peut que peut-être jouer ce qu'on peut appeler un rôle de juridiction de premier degré. Donc lorsque vous échouez à trouver un accord de
devant les chefs traditionnels, vous pouvez porter la même affaire devant les juridictions compétentes. Donc, il n'y a pas de conflit majeur. Je crois que le domaine réservé ou la compétence des uns et des autres sont définis par le droit positif togolais. Bon, maintenant, je sais qu'au Togo, nous avons un code qui régit maintenant, c'est un code domanial. Oui, un code domanial, oui. Un code domanial, et que quand nous observons de par-ci, de par-là, de nos villages jusqu'en ville, nous voyons que certains chefs sont cités dans des affaires louches de vente de terrain, et ils deviennent des, comment l'appelle-t-on, des commissionnaires, des démarcheurs de terrain, un chef du village qui... Est-ce que la loi, le code prévoit quelque chose contre ces démarches par Non, quand vous prenez par exemple la loi du 14 juin 2018 portant code domanial du Togo qui régit tout ce qui concerne les activités foncières du Togo. Non, je crois que les rôles du chef traditionnel, mais quand vous prenez même la loi, je reviens à la loi du 2007 portant statut des chefs traditionnels, il est très clair, c'est-à-dire que les chefs traditionnels jouent le rôle de certification. Lorsque vous vendez un terrain, vous avez besoin forcément de la signature du chef traditionnel, du maire et du préfet. Avant que les juridictions administratives Par exemple, si vous faites des formalités au niveau de l'OTR pour obtenir ce qu'on appelle les fameux 3 tampons, il vous faut préalablement les signatures, notamment celles du chef traditionnel. D'abord du chef traditionnel, parce que c'est lui qui connaît les réalités du milieu. Et donc, du coup, lorsque vous voulez acheter un terrain, lorsque vous l'obtenez, vous êtes un acquéreur. Lorsque vous l'obtenez chez votre vendeur, vous êtes obligé de faire formalité administrative devant le chef traditionnel. Maintenant, quand vous obtenez la signature du chef traditionnel, il y a une commission à verser. Ça, c'est dans le cadre légal. Ça, c'est dans le cadre légal. Maintenant, il peut y avoir des activités. On sait très bien qu'on a aussi des chefs traditionnels, excusez-moi pour l'expression, véreux, qui se donnent aussi à des activités totalement illicites. Cela n'est pas reconnu par le droit. Le problème épineux au Togo, c'est que la terre, oui, mais quand vous prenez, c'est-à-dire que je crois que la loi n'est pas assez claire. C'est-à-dire qu'on ne dit pas clairement si la terre appartient à l'État ou au chef traditionnel. Il y a eu une dynamique évolutive dans d'autres pays où aujourd'hui c'est l'État qui régit tout. Aujourd'hui, la terre appartient aux communautés et vous avez également le jeu trouble également des chefs traditionnels qui viennent prendre des commissions. Cela crée des relations conflictuelles énormes. Et vous connaissez très bien la fameuse formule. On dit aujourd'hui dans nos juridictions compétentes, lorsqu'on parle du contentieux ou des litiges, 90%, 95% est constitué de litiges fonciers. D'où l'urgence de trouver des solutions fiables. Mais ça dit, je sais, si c'est l'État ou bien la justice ne peut pas prendre des mesures pour dissuader Non, je ne crois pas que c'est le problème. La justice, elle fait ce qu'elle peut. Mais je crois que c'est la loi qui n'est pas quand même assez claire. Je crois qu'il faut définir les rôles. Qu'est-ce que vous faites depuis là pour rendre la loi un peu plus claire, pour que ça soit un peu... Non, je n'exerce pas un mandat électif. Je n'exerce pas un mandat électif. Bientôt, je ne siège pas. C'est que je ne voudrais pas dire l'autre casquette. Bientôt. Effectivement. Si j'ai des recommandations à faire aux législateurs, je crois qu'il y a des partis d'opposition de faire vraiment une proposition de loi également dans ce sens. Parce que le code domanial et la loi portant sur le statut des chefs traditionnels ne résout pas tout. Et donc, je crois qu'il faut être dans un domaine beaucoup plus inclusif et durcir. C'est l'occasion également de parler des sanctions disciplinaires qui sont infligées aux chefs traditionnels qui se donnent à des activités illicites. Donc, je vais préempter le débat. Donc, si j'ai des recommandations à faire, c'est de réviser la loi de 2007 portant relative à la chefferie traditionnelle et statut des chefs traditionnels. Mais bon, dites-moi, ça ne veut pas dire que les chefs traditionnels qui se mettent dans ces pétrins-là ont vu l'insuffisance de la loi et ils agissent en contre parce que ils voient que vous venez de dire que la loi n'a pas été exacte pour savoir si les terres appartiennent vraiment à l'État ou aux communautés. Et les chefs traditionnels, voyant l'insuffisance, là, ils s'infiltrent pour faire de n'importe quoi. Maintenant, et ça crée énormément de tensions
Est-ce que maintenant, Oui. cette tension-là arrange vraiment la politique que mènent les dirigeants Oui, non, mais on dit les chefs traditionnels jouent également une fonction de cohésion sociale. Et aujourd'hui, il peut y avoir des tensions. Vous rendez compte qu'on constate souvent même des affrontements, même communautaires, dans d'autres milieux à cause des ventes de terrain, de double vente de terrain. Je crois qu'aujourd'hui, les autorités sont conscientes de la dangerosité du phénomène. Et donc, d'où l'urgence vraiment de trouver des solutions fiables. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire peut-être un audit, de faire vraiment l'état des lieux et formuler des recommandations. Moi, je sais très bien, à l'échelle nationale, on organise souvent des ateliers de renforcement de capacité même des chefs traditionnels par rapport au litige foncier, comment intervenir et tout. Mais jusqu'alors, sur le terrain, on a du mal à voir des résultats. C'est pour cette raison que la plupart des problèmes dans nos juridictions, dans des contentieux, dans nos juridictions, au tribunal de grande instance, c'est toujours les affaires de terrain. C'est pour cette raison que je dis, le législateur aujourd'hui doit prendre ses responsabilités et résoudre ce problème de manière définitive. Parce qu'il appartient au législatif de légiférer. Le juge ou le magistrat, je suis désolé, ils ne peuvent rien. Ils sont là pour appliquer la loi prévue par le législateur. Ils ne légifèrent pas. Mais des fois, quand il y a ces litiges-là, oui. Vous avez dit tout à l'heure que les chefs traditionnels sont là, ils ont deux rôles. Oui. Ils jouent à la conciliation et l'arbitrage. Oui. Maintenant, lorsque vous portez une affaire devant les juridictions compétentes, vous voyez, des fois, les gens disent, c'est ce que nous disons, etc., que quand vous allez, vous avez raison, mais quand vous portez l'affaire là, ça vous tombe dessus. Est-ce que c'est quoi vraiment là? Non, mais non, le problème, bon, vous nous parlez peut-être d'impartialité, de non-impartialité, de manque d'objectivité de la justice. Moi, je ne saurais rentrer vraiment dans ce débat, mais tout ce que je sais, c'est qu'on a des présidents de tribunal qui essaient de rendre objectivement des sentences juridictionnelles. Bon, maintenant, s'il y a des magistrats qui n'émettent pas en toute objectivité, c'est-à-dire qui ne tranchent pas bien les litiges, il y a le Conseil supérieur de la magistrature. Vous êtes sans savoir qu'il y a des sanctions disciplinaires qui sont infligées à l'encontre des juges ou des magistrats qui tranchent mal les affaires. Cette décision-là ne nous revient pas. Donc, moi, je suis très attaché aux vertus des institutions de la République et je crois que chacun jouera sa partition. Oui, chers téléspectateurs, nous sommes dans l'émission Apprenons et nous sommes dans la chefferie traditionnelle, les malversations qui se font et ça crée des tensions dans nos villages et dans nos villes. C'est de ça que je parle avec M. Ouro Sama Ashraf. Il est juriste de formation. Donc, M. Ouro, oui. Dites-moi, vous savez que dans les villages, oui. il y a des nantis et les non-nantis. Oui. Les nantis cherchent à piétiner le droit des non-nantis et que, au regard de la loi, en réalité, les non-nantis ont raison. Mais le fait de ne pas être nanti, quand ils portent les affaires ailleurs, les affaires sont mises sous tiroir, etc. Mais comment vous voyez, quelle accession vous faites autour de... Non, mais... parce que nous avons des preuves. Hein, oui, il y a des preuves matérielles de ce que vous avancez. En fait, il ne faut pas tout peindre en noir. Moi, je connais très bien également des non-nantis qui ont porté des affaires devant des juridictions qui ont eu un gain de cause. Pourquoi les gens n'en parlent pas? Ils sont passés... Non, pourquoi non? Je dis pourquoi les gens n'en parlent pas. C'est pas parce que... C'est pour cette raison que je dis, il y a des choses qui sont bien faites, il y a des choses qui ne sont pas bien faites. Maintenant, si les choses ne sont pas bien faites, il faut les dénoncer vigoureusement. C'est pour cette raison que quand les gens dénoncent des actes, disons, très peu recommandables de l'institution judiciaire, moi je dis qu'il faut avoir vraiment raison garder. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des magistrats qui sont totalement débordés par le contentieux. Donc le personnel judiciaire fait ce qu'il fait. Maintenant, des actes de corruption, oui, on peut en avoir. Si vous avez aujourd'hui des actes de corruption, il faut tout simplement saisir le Conseil supérieur de la magistrature qui infligera des sanctions. Ça peut être une radiation ou bien une suspension temporaire. C'est pour vous dire tout simplement que oui, le rapport conflictuel, nous sommes dans le fameux schéma de la lutte des classes théorisé par Karl Marx. Ça a été toujours, c'est-à-dire le rapport conflictuel entre les nantis et les non-nantis. Mais l'État joue son rôle. La justice fait partie des fonctions régaliennes de l'État, donc l'État fait ce qu'il peut. Je peux dire tout simplement que le principe d'égalité, il est plus ou moins aujourd'hui garanti à tous nos citoyens. Nous sommes tous des justiciables. Si vous vous sentez lésé dans une affaire,
portons les affaires devant les juridictions. Mais je n'adhère pas à cette idée qui consiste à dire au Togo, lorsqu'on n'a pas d'entier, lorsqu'on n'a rien, on ne peut pas avoir raison devant des tribunaux. Pour moi, c'est une pure invention de l'esprit. Si vous avez un problème, portez-le devant les juridictions, trouvez un conseil pour vous défendre. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des incohérences dans l'institution judiciaire, mais je dis tout simplement qu'il ne faut pas, disons, porter tous les clichés qui consistent à dire que la justice elle est corrompue, les sentences juridictionnelles manquent d'objectivité. Non, il y a des incohérences, mais il y a des choses également qui sont très bien. Merci, monsieur Achraf, juriste. Donc, je continue. Vous savez, maintenant, que prévoit le code lorsque le cas s'est avéré d'un chef traditionnel malveillant qui est en train de vilipender les terres des gens, qui est en train de devenir un démarcheur, effectivement. etc. Que prévoit en termes de sanctions en termes de sanctions. Non, la loi de 2007, je reviens sur le statut des chefs traditionnels, est très clair, c'est-à-dire les sanctions sont prévues. Il n'y a que 3 sanctions. La sanction, ça peut être une suspension temporaire. Ça peut être une suspension. Donc on peut sanctionner un chef. On peut sanctionner un chef, l'autorité administrative. N'oublions pas, il faut le dire, que la chefferie traditionnelle est une institution du ministère de l'administration territoriale. Mais donc, gardez ce que vous dites. Nous allons passer à la publicité et nous revenons. Voilà. Yo direct set pe didipe bola o mi da pe na mi ga do mi pe atiate mi no no fonto lui jona le mi pe togo ni gbo di le kopo me pe le jugan katame kude mi pe efiao pe enu yo pona le anigba jajira anigba sasa pe anigba pe nyan katame ye pe enu fo mi le ti bere togo pe sei po anigba pe efia nyenye pe enyan bode enya ka obroso efia pe enyanti ya tame pe apeto Uro Sama Achraf ya nye esenyala et yemi no fo so unti. Donc on était au niveau des sanctions prévues par le code contre les chefs véreux, les chefs qui deviennent momentanément des démarcheurs de terrain, les chefs qui deviennent des commissionnaires de terrain, alors que la loi a prévu que lorsque les choses sont normales, l'acquéreur ou le vendeur doit payer quelque chose. En dehors de ça, les chefs se sont érigés d'autres rôles juteux. Quelles sont les sanctions disciplinaires contre ces chefs véreux selon le code? Non, les sanctions disciplinaires prévues par la loi du 8 janvier 2007 est très claire. Lorsque un chef traditionnel disons, commet des actes illégaux, et donc la sanction, c'est en fonction, c'est proportionnellement à la gravité de la faute commise, parce que la question de la proportionnalité est extrêmement importante en droit, et donc du coup, ça commence par l'avertissement, c'est-à-dire l'autorité administrative. Ça, je l'ai dit ici, que la chefferie traditionnelle est une institution du ministère de l'administration territoriale. Donc aujourd'hui, on peut le dire comme ça, de manière péremptoire, que le patron des chefs traditionnels aujourd'hui, c'est le ministre Bayato Abokwesi. C'est pour cette raison que nous saluons. Que nous saluons, effectivement. C'est pour cette raison que quand vous arrivez au ministère de l'administration territoriale, il y a tout un service consacré aux chefferies traditionnelles. Et donc, l'État togolais a fait quand même un effort de créer ce qu'on appelle le Conseil national des chefferies traditionnelles dans les régions et dans les préfectures. Il y en a, et le Conseil a pour rôle d'émettre des avis ou toute question relative aux chefferies traditionnelles. Maintenant, pour revenir aux sanctions, ça peut être un avertissement, c'est-à-dire on le rappelle à l'ordre qu'on a constaté un certain nombre de faits, donc il n'a qu'à se ressaisir. Et ça peut être également... Mais quand on donne l'avertissement, la chose est déjà consommée, comment... Non, l'avertissement concerne par exemple probablement les suspicions. Lorsqu'il y a des suspicions, mais la responsabilité n'est pas établie de manière palpable. Donc, mais palpable, vous dites quoi de palpable? Non, quand je dis palpable, ce qui veut dire qu'il y a des suspicions, mais c'est-à-dire qu'on ne peut pas engager votre responsabilité parce qu'il n'y a pas de preuves matérielles. Non, je donne un exemple. Oui. Dans un village, c'est un exemple, il y a
un chef du village, bon, il y a une famille qui veut s'accaparer de manière illicite des terres d'une autre famille. C'est pourquoi je parle de nantis et de non-nantis. Oui, là, maintenant, le chef a été complice. Oui, le chef a été complice. Là, c'est pour cette raison. Et ça s'est avéré. Toute la population du village Vous comprendrez mon raisonnement. C'est pour cette raison que j'ai parlé de la gravité. C'est-à-dire que lorsque la gravité peut-être de l'infraction commise est mineure, on peut parler d'avertissement. Voilà. Maintenant, ça peut être également une suspension. La suspension, elle est temporaire. Si la gravité de l'infraction commise est moyenne, ça peut être. Mais la loi dit la suspension ne doit pas excéder 6 mois. Et donc, en 6 mois, on rétablit la personne dans ses fonctions. Maintenant, lorsque l'acte commis est d'une gravité extrêmement élevée, qu'est-ce qu'on fait là-bas? C'est l'autorité administrative qui le retire carrément de ses fonctions. Et donc, on peut parler même ça veut dire qu'il y a une loi permettant à l'autorité de retirer le chef traditionnel. Le chef traditionnel, il retire ce qu'on appelle l'acte de reconnaissance. Ce qui veut dire que l'autorité administrative ne vous reconnaît plus en tant que chef traditionnel. Et comment on va faire? Non, pendant ce temps, c'est l'intérim. Il y a le conseil coutumier qui est là, qui assure l'intérim jusqu'à la désignation. Jusqu'à l'élection d'un chef traditionnel par le conseil coutumier. Et suivi par quoi? Par l'approbation par voie de reconnaissance de l'autorité administrative. Voilà. Voici les sanctions de manière proportionnelle en termes de gravité. Maintenant, donc l'avertissement, la suspension et le retrait de la voilà les 3 sanctions. Le retrait de la compte tenu de la gravité. De la gravité, c'est-à-dire la radiation pure et simple. C'est pure et simple. Mais ce que les téléspectateurs voudraient comprendre un peu, c'est que ils ne savent pas ce qu'on appelle gravité. Là, c'est la juridiction qui non, c'est l'autorité administrative qui apprécie. Qui apprécie la gravité de l'acte. Ceci me tient à cœur. Je vais le dérouler là, je vais vous faire pour voir si c'est un acte grave ou pas. Parce qu'on m'a appelé pour ça et on vous a narré les faits. Oui, allez-y. Voilà. Et c'est comme les nantis veulent s'accaparer des terres des non-nantis. Et que le chef a été corrompu par les nantis, contre les non-nantis. Et dans la procédure, quand les non-nantis ont porté l'affaire devant le chef, le chef a mobilisé ses notables et les deux ont comparu. Certains notables ont reconnu que non, ça doit être pour les non-nantis. Puisque c'est des choses, ils ont vécu dans le même village, ils savent que, etc. Mais au-dessous, le chef a pris des choses le jour du délibéré, ils n'ont plus invité les notables, etc. Et il a demandé seulement aux gens, et il a demandé à la famille non-nantis et aux autres, allez, on va vous faire un partage du terrain, et c'est fini. Maintenant, on a commandité les géomètres pour venir faire le partage. Il y a un qui a demandé aux non-nantis, il y a un qui a demandé aux nantis, mais vous allez partager la chose avec qui? Et c'est là, il dit que non, ils sont là, ils ne veulent pas venir. Et le géomètre là, professionnel, a dit que si c'est ça, lui ne peut pas faire, le travail. Et il est parti. Et l'affaire là est portée devant une juridiction. Et la juridiction a débouté les non-nantis pour dire que c'est les nantis qui ont raison. Voilà ce qui se passe. Et en ce moment, est-ce que c'est grave ou c'est mineur? Oui, non, mais c'est d'une extrême gravité. Les faits sont quand même d'une extrême gravité. Bon, maintenant, si la juridiction a débouté les non-nantis, je ne connais pas trop le fond du dossier. Donc, je considère en toute objectivité, le juge a statué en estimant. Non, mais il faut qu'on se dise la vérité. Non, mais sont tes collègues ou non, ce ne sont pas parce que c'est mes collègues. Non, je parle de manière objective. Je dis, je ne connais pas le fond du dossier. C'est ça que j'ai dit. Oui, si la justice a rendu une sentence en déboutant. Non, mais au fait, et la justice a diligenté de petites enquêtes dans le village. Et les gens et les dignitaires du village ont apprécié et ont dit que ça, ce n'est pas au nantis. Voilà, ce n'est pas au nantis. Ce qui veut dire que, voilà, la justice a diligenté des enquêtes. Ils ont remonté des informations. C'est pour cette raison que je ne connais pas le fond du dossier. C'est pourquoi elle a demandé de partager? Non. C'est pour cette raison. Non, mais le chef traditionnel a joué son rôle. On dit, il joue le rôle de conciliation et d'arbitrage. Maintenant, ce qui est en dessous. Non, mais est-ce que vous avez les preuves matérielles de la corruption? Et les gens ont les preuves. Les gens ont les preuves matérielles, mais est-ce qu'ils l'ont brandi en justice? Est-ce qu'ils ont saisi le patron des chefs traditionnels, c'est-à-dire que le ministre de l'administration territoriale?
C'est pourquoi, Oui. voilà le bien fondé de cette émission. Le bien de fondé. Donc, pour oui, montrer aux gens quelle est maintenant la procédure. Quelle est maintenant la procédure à suivre. Parce que, monsieur Bovy, moi, j'aimerais quand même attirer votre attention sur une chose. C'est-à-dire que si vous partez d'une idée que parce qu'on est non-anti, on doit forcément avoir raison, c'est-à-dire qu'il ne faut pas avoir la posture victimaire. Oui. Ce n'est pas parce que vous êtes un non-anti que vous devez forcément avoir raison. Non, mais en toute objectivité, la justice a diligenté des enquêtes et il a situé des responsabilités. Il estime... Bon, moi, je crois que je me refuse également d'employer même cette expression. C'est-à-dire les non-antis, les non-antis. Je considère que le principe d'égalité s'applique à tout le monde. Ils sont tous des citoyens togolais. Non, ils sont tous des citoyens togolais. Non, ils sont tous des citoyens. Je préfère parler de deux citoyens togolais qui ont porté l'affaire devant... Nature nanti et non nanti. Non, mais qu'est-ce que vous appelez par nature non nanti et non nanti? Non, il y a des gens qui ont des moyens. Oui. Et ils utilisent les moyens là contre ceux qui n'ont pas de moyens. Oui, mais s'ils utilisent les moyens, il faut apporter des preuves matérielles de la corruption. Voilà. Jusqu'à preuve du contraire, ils vous ont narré les faits. Je ne sais pas s'ils vous ont envoyé des preuves matérielles. Ils vous ont apporté vraiment des preuves matérielles, c'est-à-dire une décharge ou des photos de transactions financières. Et donc, non, mais il faut avoir raison garder. Je crois que la question de la preuve, elle est extrêmement importante en droit. Ça ne sert à rien de proliférer ou de porter des chefs d'accusation contre quelqu'un sans apporter des preuves fiables. Et donc, moi, je m'en tiens à la sentence juridictionnelle. Je crois que les juges ont statué en toute objectivité. Et dites-moi maintenant, lorsque l'autre partie apporterait des preuves. Oui. Et en dehors de cette preuve-là, la décision a été toujours de débouter les non-antis que je parle de la chose-là. Est-ce que... Non, mais il n'y a pas de problème. La sentence elle a été rendue par le tribunal de grande instance. Vous pouvez porter l'affaire devant la cour d'appel. Devant la cour d'appel. Si vous êtes débouté, vous le portez devant le président de la Cour suprême. Devant le président de la Cour suprême. Donc, en pourvoi. C'est pour vous dire tout simplement que les citoyens disposent d'un voie de recours lorsqu'ils estiment qu'ils ne sont pas d'accord avec la décision juridictionnelle des juridictions inférieures, si je peux m'exprimer ainsi. Donc c'est pour vous dire tout simplement que les voies de recours existent. Il faut avoir raison garder et traiter la justice de tous les noms. Mais vous ne rendez pas compte de le travail fastidieux que le personnel judiciaire fait dans ce pays. Vous savez très bien ça rentre quand même dans leur prérogative. Non, dans leur prérogative. Non, je n'en disconviens pas. Ça leur rentre vraiment dans leur prérogative. Mais ce qu'il faut savoir, mais ce que vous oubliez au Togo, c'est que le personnel judiciaire est cruellement sous-effectif. Le personnel judiciaire en attendant que le gouvernement fasse lance des concours pour que les gens nous continuent. Vous savez, nous sommes dans un pays très sensible, surtout dans une période sécuritaire maintenant. Et vous voyez, lorsque les gens considèrent certains chefs véreux, certains chefs qui conspirent avec le mal, malveillants, etc. Vous savez que les gens vont jusqu'à dire que ces chefs-là pourraient être complices aux terroristes qui rôdent autour de nos littorales pour pouvoir leur donner des terres pour leur base. Est-ce que, quand les gens pensent comme ça, est-ce que vous partagez? Oui, moi, c'est des situations qui peuvent être probables, qui peuvent arriver. Mais jusqu'à preuve du contraire, je crois que les chefs traditionnels sont associés par les autorités compétentes dans la lutte contre le djihadisme. Aujourd'hui, c'est la logique d'inclusivité qui est beaucoup plus privilégiée par le président de la République. Mais une brebis galeuse. Oui, une brebis galeuse. Non, cela n'exclut pas. C'est vrai que les djihadistes souvent font des offres totalement mirobolantes et qui peuvent peut-être convaincre les chefs traditionnels de rentrer, d'adhérer à leur cause. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut éviter également de distiller dans l'opinion publique l'idée selon laquelle les chefs traditionnels également sont corrompus et qu'ils ont cette facilité. Donc, ici, on doit le dire. C'est comme s'il y a un problème. La fois passée, il y a des problèmes. On a rendu des rapports. Il y a des problèmes. Oui, effectivement. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est des campagnes de sensibilisation. Est-ce que le fait que quelqu'un soit chef traditionnel lui donne l'opportunité, hors loi, de faire ce qui lui plaît?
parce que s'il le fait, on va parler de lui. Est-ce que sa posture de chef traditionnel sa posture de chef ne l'interdit pas. Mais ça veut dire que quand il fait des malversations, on doit en parler. Oui, non, on doit en parler. Oui. On doit en parler. Je dis simplement qu'il faut être dans une logique d'anticipation. C'est normal. Mais il faut éviter également, parce que si vous distillez dans l'opinion publique que les chefs traditionnels se prêtent à ce jeu, vous verrez des populations qui vont commencer à regarder le chef traditionnel de manière, de manière décalée, c'est-à-dire comme si ils étaient complices. C'est-à-dire que vous voyez à l'extrême nord, cela peut entraîner peut-être même au lynchage même des chefs traditionnels, parce que les gens se disent que les chefs traditionnels sont complices avec des djihadistes. C'est pour cette raison qu'il faut faire extrêmement attention avec cette idée. Maintenant, pour lutter contre le djihadisme, nous le savons très bien que les autorités du milieu, je suis désolé, ceux qui connaissent très bien le milieu, c'est les chefs traditionnels, et qu'il faut être dans une logique inclusive pour les associer au processus décisionnel de lutte contre le djihadisme. Je crois que le ministre de la Sécurité, le général Yak, a pris la mesure des choses. On organise des ateliers où on fait la vulgarisation d'informations. Et donc, je crois qu'il faut s'inscrire dans cette dynamique-là et non d'être dans une logique de défiance vis-à-vis des chefs traditionnels. Parce qu'au-delà de tout, ce sont des institutions à part entière de l'État. Donc, M. Ouro, en attendant que les autorités prennent à cœur ce qu'exprime le peuple, votre dernier mot? Non, je suis ravi de faire cette émission avec vous. Je crois que nous avons levé l'équivoque sur un certain nombre de sujets et nous devons multiplier des initiatives de cette nature pour édifier la population sur un certain nombre de choses. Quand on sait très bien que le problème foncier ou les fonctions prévu par la loi de 2007 des chefs traditionnels n'est pas quand même assez connu de l'opinion publique. Donc c'est l'occasion de revenir régulièrement sur ce sujet-là. Merci, M. Ouro Ashraf. Merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes juriste. Oui. Merci, chers téléspectateurs de Direct 7. Merci pour nous avoir suivis dans cette émission Apprenons. Nous avons parlé en long et en large ce qui se passe dans la chefferie traditionnelle par rapport aux institutions domaniales. M. Ashraf vous a expliqué beaucoup de choses, quitte à nous de prendre ce que nous voulons pour l'associer aux problèmes que nous avons. Tout compte fait, nous vous souhaitons bonsoir chez vous.